moment-là, je vois le gouvernail qui transperce complètement le pont. Et là, il a fallu abandonner le navire parce que le bateau était vraiment couché sur des rochers, que ça devenait dangereux pour l'équipage. Donc, on s'est fait évacuer par la garde côtière canadienne. Bonjour Maxime, bienvenue sur le podcast Les Frappés. Très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu es notre tout premier invité. La seconde, c'est que c'est toujours agréable de reprendre contact avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un moment, puisqu'on s'était croisé en Amérique du Sud, et puis c'est là qu'on s'était rendu compte qu'en fait on avait vécu et travaillé dans la même ville, quasiment dans le même quartier pendant quelques mois à Montréal. Et enfin, parce que tu as un parcours que je trouve hyper inspirant. Tu nous en parleras évidemment plus en détail, mais tu es devenu marin adepte de la course au large au Canada. Et puis tu as une activité professionnelle liée à tout ça. Donc tu as vu et touché du doigt ce que le dépassement, la résilience et la détermination veulent dire en rapport avec le sport. Donc encore une fois, bienvenue à toi. Bonjour Loïc et merci pour l'invitation. Bien content d'être le premier invité de ta série de podcast avec Les Frappés. Et comme tu le dis, bien content de te retrouver après pratiquement 7 ans depuis qu'on était assis l'un à côté de l'autre en cours à Lima. Alors depuis, on peut peut-être commencer par là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu as fait ces dernières années? Absolument, écoute, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Maxime Grimard, 31 ans, au Canada actuellement, et donc toi et moi on s'est connus à l'époque au Pérou, donc à Lima, où je suivais une formation qu'on appelle un MBA. Je venais de terminer mon cursus scolaire en France avec une maîtrise en vente et commerce international. Je venais faire une deuxième maîtrise au Pérou. On s'est rencontrés donc à l'université et quelques mois après avoir terminé ce parcours au Pérou, j'ai eu l'opportunité de déménager au Canada pour aller m'installer et intégrer une entreprise de conseil en développement organisationnel qui s'appelle Esprit de Corps. Et 2014, donc l'année où j'ai démarré, a été aussi l'année où je me suis mis à faire de la course au large plus sérieusement, et tout ça est intimement lié. J'ai bien hâte de pouvoir en discuter avec toi aujourd'hui au niveau de ce podcast. Donc tu es devenu un marin, un vrai marin en course au large. Oui, j'irai pas non plus jusqu'à me positionner comme un skipper professionnel par rapport à tous ces grands skippers et athlètes qui aujourd'hui exercent dans le monde de la course au large. Par contre, marin, oui, marin avec pas mal de compétences et de connaissances que j'ai pu développer dans les dernières années. Je pense que en l'espace de 6 ans, j'ai dû faire pratiquement 35 000 milles nautiques. Ça représente pratiquement Ah oui. le tour de la Terre en navigation. Mais aujourd'hui, j'ai toujours à cœur de continuer à me développer de ce côté-là. Et je me situe un peu entre l'amateur confirmé et le professionnel. Je D'accord. continue de me développer là-dessus. Et qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ton arrivée dans l'univers de la course au large? Comment est-ce que ça s'est passé? Et je te dirais que ça s'est fait un peu par hasard. Pour te remettre un peu les choses en perspective, donc fin 2013, je rentre en France, je passe quelques mois à trouver à chercher du travail finalement. Tu sors de l'école, tu as tes diplômes, c'est bien beau, tu les accroches sur le mur, puis ensuite tu te crées un CV et tu cherches du boulot. Et, euh, et pour une raison que j'ignore, ça a été une période aussi un peu de remise en question. Euh, c'est une période où j'ai rencontré aussi beaucoup de mes anciens camarades avec qui j'avais fait ma première maîtrise à Lille. On s'était retrouvés dans des soirées à Paris, on est allé prendre des bières. Puis je trouve que le climat un peu social à l'époque ne m'incitait pas vraiment à prendre un parcours classique. Je parlais avec des amis qui étaient acheteurs pour telle société manufacturière ou qui travaillaient au service compta de telle autre société. Puis dans tout ce que eux me racontaient, dans tout ce que eux avaient l'air de faire de leur journée, ou des gens avec qui ils avaient l'air de travailler, j'avais pas l'impression que je parlais vraiment à des gens qui étaient épanouis et qui répondaient vraiment au pourquoi de leur existence. Et ça m'a toujours un peu marqué, un peu frustré aussi. Et ça m'a vraiment incité à passer plus de temps à chercher des offres d'emploi et des organisations avec lesquels je me sentais en cohérence finalement avec mes valeurs, avec mon projet. Je n'étais pas juste dans une situation où je devais travailler, où je voulais Hmm.
travailler à tout prix et avoir un boulot. Je voulais avant tout avoir un projet qui me permette de me développer, de m'épanouir. Et il s'est retrouvé que, donc toi et moi, on s'est aussi rendu compte qu'on avait travaillé et étudié aussi à Montréal en 2012. Et j'avais gardé contact finalement avec l'entreprise et l'employeur qui était le mien en 2012 à Montréal. Et début 2014, on s'est retrouvés ensemble à Amsterdam, un peu par hasard. Lui arrivait à Amsterdam pour acheter un voilier. Il m'avait demandé éventuellement de le rejoindre là-bas. On avait passé une semaine ensemble à bricoler son voilier, à visiter un peu la ville. C'était bien sympathique. Et il m'a fait une proposition de revenir travailler pour lui à Montréal, mais en développement des affaires, avec l'objectif d'ouvrir éventuellement une antenne de son entreprise sur le marché américain, donc à New York. Et de fil en aiguille, en acceptant cette proposition qui était tout à fait cohérente avec ce que je voulais. Pardon Max, mais peut-être sur ce point, est-ce que tu peux nous dire ce que fait l'entreprise? Parce que moi, c'est ça qui m'avait motivé à reprendre contact avec toi. Entre autres, c'est que les sujets, les thématiques de cette entreprise sont en fait... Enfin, il y a un lien direct et assez fort avec l'univers du sport, notamment de la voile, parce que je crois que c'est pour ça qu'il a acheté le bateau à cette époque. Donc, en quoi est-ce que cette entreprise, du coup, était alignée avec tes valeurs? Écoute, au niveau de l'alignement des valeurs, Esprit de Corps, ce qu'Esprit de Corps fait et faisait, c'est qu'Esprit de Corps est une entreprise de conseil en développement organisationnel. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on accompagne des équipes corporatives et des organisations dans des programmes, qui soient courts ou longs, pour développer des liens au sein de leurs équipes de travail, mais des liens puissants, des liens forts, et qui sont souvent creusés et forgés dans l'effort et dans le dépassement de soi. On ne parle pas ici de la simple activité de team building où tu fais une après-midi de djembé ou un atelier culinaire et c'est cool, tu as eu du fun avec tes collègues, puis au bout de 2 jours, les effets s'estompent. On parle vraiment de programmes qui vont demander du changement, qui vont demander à chacun de se reprendre un peu en main, d'avoir de saines habitudes, de sains procédés de communication et de collaboration. Et on a été amené tout simplement à faire des défis assez grandioses. On a amené des équipes de travail à traverser le Canada à vélo. On a poussé des gens sur la montagne dans des conditions extrêmes, comme au Mont Washington, dans des vents à 140 km/h ou à moins 35, moins 40. Puis dans ces contextes-là, tu te rends compte vraiment du lien qui t'unit avec tes collègues. Est-ce que c'est un simple lien de travail, on s'apprécie bien, ou est-ce qu'au contraire, c'est un lien où on est capable de se faire confiance et que peu importe le challenge qu'on va devoir affronter tous ensemble, on est capable d'y faire face et d'y faire face en équipe. Et à la fin de cette grande aventure, est-ce qu'on est capable de se regarder dans le blanc des yeux et de se serrer la main parce qu'on a eu du fun et qu'on a eu du plaisir à faire ce qu'on faisait, ou est-ce qu'au contraire on est lessivé des comportements des uns et des autres, on n'a plus le goût de travailler ensemble. C'est ça finalement qu'on a fait dans les dernières années, c'est ça qui moi aujourd'hui à l'époque en tout cas venait vraiment me chercher quand on m'a proposé de revenir travailler pour cette entreprise-là. C'était de faire quelque chose d'assez extraordinaire. Ça répondait également aux valeurs qui sont les miennes en tant qu'ancien sportif. Je fais beaucoup de basketball dans ma vie, et le fait de retrouver finalement une entreprise dans laquelle on est capable d'utiliser tous ces principes un peu fondamentaux du sport co, les appliquer ensuite en entreprise, ça venait vraiment me chercher. J'avais envie de développer ça. Oh, ça fait rêver. Bon, du serious team building, hein. Absolument, écoute, ça amène ton team building à un autre niveau. Ouais, j'imagine. Bon, on en parlera plus en détail. Ça fait partie des questions que je voudrais vraiment te poser sur les apprentissages de toute cette période où tu as été, où tu as contribué en fait au développement d'Esprit de Corps. Mais avant ça, du coup, si on revient en arrière à cette expérience qui s'est déclenchée un peu par hasard avec cette transatlantique, qu'est-ce que ça a déclenché chez toi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé après cette transatlantique? Donc écoute, à partir du moment où Gilles me fait une proposition, donc Gilles qui est le patron d'Esprit de Corps, où il me fait une proposition de revenir travailler, je me mets à chercher donc un visa de travail pour venir au Canada, et entre le temps où je démarre ma demande et le temps où elle est validée, il se trouve que ça coïncide avec le moment où il faut ramener ce fameux voilier de Amsterdam jusqu'au Canada. Puis là on parle Belle coïncidence. Exactement. Et là on parle vraiment par contre d'un voilier de course, et c'est pas ton bateau régulier de plaisance de 14 mètres.
Là, on parle d'une bête qui a été faite à la fin des années 90, qui était le fleuron de la flotte hollandaise. Un bateau de 20 mètres, tout en Kevlar, Ah oui. qui a fait le tour du monde, qui a été conçu pour être manœuvré par une douzaine de professionnels et être poussé vraiment dans des sacrées limites. C'est un bateau qui s'amuse sur l'océan au-dessus de 10 nœuds. Avec lequel tu es capable d'atteindre des sacrés points de vitesse. Et écoute, moi je me retrouve au mois de mai à rejoindre l'équipage à Amsterdam, et on part pour un Amsterdam-Dieppe, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon, ville de Québec. Et sur cette traversée, avec tout ce qui peut se passer sur une traversée de l'océan Atlantique, puis je pourrais t'en parler pendant des heures, parce que c'est un monde absolument incroyable et dont des fois on soupçonne absolument pas l'existence. Pendant cette traversée, je me retrouve finalement à me projeter sur le passé et sur la personne que je voulais être quand j'étais enfant. Et moi, à 5-6 ans, même si je suis originaire du nord de la France, à 5-6 ans, je voulais devenir navigateur, je voulais devenir Christophe Colomb, avec toute Ok. la candeur d'un enfant de cet âge-là. Je pense que c'est lié notamment au fait que mon grand-père me montrait beaucoup d'ouvrages et de livres dans lesquels il y avait des bateaux magnifiques, des grands trois-mâts. Il me parlait souvent de personnes comme Éric Tabarly ou Loïc Perron comme des héros, des grands sportifs, des gens avec des fortes valeurs. Ça m'avait toujours fasciné et intrigué. Quand j'étais enfant, j'ai fait beaucoup de stages de voile aussi en Bretagne. Mais je vivais dans le nord de la France et j'ai vécu aussi un temps en Champagne-Ardenne. C'est pas du tout des endroits où je te dirais on navigue énormément. Donc les hasards de la vie ont fait que j'ai mis cet intérêt pour la voile vraiment de côté pendant l'adolescence. Je me suis concentré sur le basketball et en revenant finalement sur un bateau en 2014, bah, ça m'a rappelé qui j'avais envie d'être. Et à ce moment-là, ce que je dis toujours, c'est que j'ai eu mon moment auberge espagnole. Si tu te rappelles un peu le film de Cédric Lapiche, à la Ouais. fin du film, le personnage qui est interprété par Romain Duris se revoit étant enfant, où il disait moi plus tard je vais écrire des livres, moi plus tard je veux être navigateur. Donc à ce moment-là, je me rendais compte que j'étais vraiment en cohérence avec la personne que je voulais être étant enfant. Et faire de la voile, c'est quelque chose qui me rendait heureux. Donc à partir de ce moment-là, je savais que je voulais intégrer la voile dans ma vie personnelle déjà pour démarrer. Et si en plus je pouvais l'intégrer de manière professionnelle, bah, j'allais être tout à fait gagnant et j'allais pouvoir m'épanouir. Et le hasard des discussions, le hasard des projets, le hasard des rencontres dans les mois qui ont suivi mon arrivée à Montréal ont fait qu'on a créé ensemble avec Gilles et un troisième partenaire à l'époque qui s'appelle Georges Leblanc, qui est un skipper professionnel, qui a fait sa carrière au Canada, qui a fait des routes du Rhum notamment. Euh, on a créé cet organisme à but non lucratif qui est l'équipe de voile Atlas et qui m'a permis de me développer dans mes compétences de marin, dans mes aptitudes de skipper et de vivre des sacrées aventures sur l'océan et dans des régates dans les dernières années. Alors, c'est là où ça devient très très intéressant, en tout cas à mes yeux. Et Mm-hmm. merci de nous partager cette première expérience de ta toute première transatlantique. On est d'accord? Écoute, de ma toute première et pour l'instant de ma seule transatlantique, même si on a fait une tentative en 2018, puis on pourra éventuellement en parler aussi dans quelques minutes dans certains projets qui, eux, n'ont pas abouti. Ça reste à date ma seule transatlantique et c'est aujourd'hui, je pense, un des événements qui a vraiment impacté et transformé ma vie. Oui, parce qu'après celle-là, donc tu dis que ça a été en quelque sorte un moment de prise de conscience où tu t'es dit, bah voilà, c'est l'univers avec lequel je veux avoir peut-être plus d'interactions ou même m'investir plus. Mhm, Et c'est là où je trouve, ce qui moi m'intéresse beaucoup, c'est que tu as d'une part été impliqué avec Esprit de Corps, à travers Esprit de Corps, sur tous les sujets du dépassement de soi à travers le mhm, sport, puisque tu as accompagné des clients, mhm, des entreprises qui souhaitaient offrir cette expérience à leurs employés. tout à fait. Mais en parallèle, comme tu viens de le dire, en fait, as créé ce qui aujourd'hui est devenu la deuxième plus grosse association de course au large du Canada, c'est bien ça? Alors, je te dirais même aujourd'hui, je pense que Atlas est la plus grosse structure de course au large au Canada, et certainement, oui, peut-être la deuxième plus grosse structure de voile peut-être après Voile Canada et toute l'équipe olympique de voileux qui est derrière ça. Je connais pas Ouais, en non, tout cas d'autres organismes qui aujourd'hui peuvent rassembler autant de membres et de personnes sur des projets de navigation. génial. Oui, donc on peut clairement dire que la course au large, en termes d'alignement et d'importance dans ta vie, tu as réussi à prendre le tournant après cette transatlantique.
Écoute, je pense qu'on a pris en effet un certain tournant avec l'organisation et avec les personnes qui constituaient les premiers projets de voile qui étaient les nôtres. Puis pour mettre un peu les choses en perspective, à l'origine, si Esprit de Corps investissait dans des voiliers, c'était notamment grâce à une idée de Gilles, qui a toujours été quand même très visionnaire dans ses approches. Lui, il voulait avoir des voiliers de course pour organiser des match racing, donc des petites régates avec des équipes de ses clients, avec des équipes corporatives, et de développer ensuite ces programmes-là pour faire des choses tout à fait grandioses. En 2014, le plus gros projet qui était sur la table avec Esprit Corps, c'était de faire traverser l'Atlantique à des chefs d'entreprise québécois. Donc faire un Québec-Saint-Malo et un Saint-Malo-Québec avec 20 entrepreneurs, 10 sur l'aller et 10 sur le retour. Euh, c'est comme ça finalement que ça a démarré. Et de fil en aiguille, en multipliant les bons coups et en développant un peu le projet derrière ça, on a réussi à créer vraiment une communauté. Puis c'est là où moi je suis intervenu en 2014. En juillet 2014, on a eu un petit problème avec Esprit de Corps qui a été de se faire empêcher de partir de la ville de Québec avec le voilier pour ce programme de transatlantique, parce que la manière dont le programme avait été mené et développé dans les dernières années, dans les derniers mois avant que j'arrive, ne répondait pas aux normes de Transport Canada, donc le ministère qui gouverne vraiment tout ce qui concerne l'industrie du transport au Canada de manière fédérale. Et là où je suis intervenu, ça a été dans vraiment la réorientation un peu stratégique du modèle d'affaires, et pour proposer un modèle qui permettait de continuer à exploiter ces bateaux, de mettre en avant l'ADN d'Esprit de Corps et de continuer à développer des projets. Et c'est là qu'on a créé finalement le modèle de l'équipe de course au large, de l'équipe de voile Atlas sous la forme d'un organisme à but non lucratif, qui s'orientait vraiment à proposer à des membres, à fonctionner vraiment comme un club, quelque part un peu un club privé, qui rassemblait des passionnés de voile, qui avaient envie de découvrir la course au large, qui n'avaient pas forcément envie de tous acheter un voilier de course et de développer des campagnes, mais qui avaient envie de découvrir en tout cas la course au large et d'avoir l'opportunité de naviguer sur un bateau de course. Et on a développé ça en 2014 avec, je pense, une trentaine de personnes qui sont venues naviguer avec nous sur la première saison. Et je pense qu'en 2018 ou 2019, on était rendu pratiquement à 200-250 membres permanents sur l'année. Et on avait complètement explosé notre calendrier de navigation. Pour remettre aussi les choses un peu en perspective, en 2014, la saison de navigation au Québec, c'est à tout casser, c'est du mois de mai jusqu'au mois de septembre, octobre pour les plus téméraires, parce que après ça, c'est la glace. Il faut un brise-glace. Il faut être un peu pragmatique. L'hiver prend son quartier au Canada et tu peux plus vraiment rien faire. Et en 2016, on a fait notre première transatlantique nord-sud pour aller se rendre dans les Caraïbes. Et à partir de là, on a découvert qu'il y avait tout un circuit de navigation et de course qui a lieu à l'hiver entre Saint-Martin, Antigua, Saint-Barth dans les Caraïbes, qui est quand même un endroit assez sympathique. Et ça nous a permis de pouvoir naviguer du mois de février jusqu'au mois de novembre. Donc on a complètement développé notre calendrier à ce moment-là. On est passé d'un calendrier de navigation de 4 à 5 mois à un calendrier de navigation de pratiquement 10 mois. Et ça nous a permis justement d'offrir un maximum d'activités, de courses, de régates, de convoyages, et de multiplier le nombre de personnes qui venaient découvrir la voile. Je pense que par année, on faisait à peu près 500 personnes qui faisaient quelque part leur première sur un voilier de course avec nous, que ce soit pour une simple journée un peu d'initiation, ou que ce soit pour une préparation à une course, à une semaine de régate par exemple. Alors si on revient sur les thématiques dont on parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, qui sont en fait les thématiques du podcast des frappés, la détermination, la résilience, le dépassement de soi. Par rapport à ces thématiques-là, comment tu expliques l'entrain qu'a eu Atlas au Canada? Puisque si tu dis que vous avez commencé à 30 et que c'est aujourd'hui très certainement la plus grosse association de course au large canadienne, c'est bien qu'il y ait une demande et que les gens y voient un bénéfice. Donc au-delà de l'aspect plaisir sportif nautique, qu'est-ce que tu penses que ces personnes viennent retirer d'une course? Écoute, on a eu vraiment différents profils de personnes qui venaient naviguer avec nous dans les dernières années. Mais tous, quelque part, avaient en commun la volonté de faire quelque chose d'assez extraordinaire, de faire quelque chose qui, normalement, est jugé un peu comme inaccessible.
Et je pense que c'est ça la beauté aujourd'hui du sport de la voile et du monde de la course au large, c'est que si toi demain tu es un amateur de football et que tu as envie de ce qu'on appelle le soccer ici au Canada, si tu as envie de faire justement du foot avec tes amis, tu peux en faire. Si tu as envie d'aller faire de la compétition par contre, d'affronter des équipes comme le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, ça va être éventuellement plus compliqué, Plus voire compliqué, ouais. impossible. Par contre, dans le monde de la course au large, bah, tu es un amateur et tu peux participer en tant qu'amateur aux mêmes courses de grande envergure que les plus grands champions de ce monde. Euh, Ça m'a fasciné les premières fois où je me suis retrouvé sur des lignes de départ face à des gars comme Michel Desjoyaux, comme Loïc Perron, comme Franck Hamas, qui sont les grands noms de la voile française, puis tant d'autres encore. Et c'est ça qui aujourd'hui pour moi est absolument fascinant. Et je pense que certains venaient chercher ce genre d'accomplissement. D'autres venaient chercher vraiment le dépassement de soi, c'est-à-dire qu'on a eu aussi des personnes qui avaient très peu de connaissances de voile, par contre, qui voyaient le fait de pouvoir traverser l'Atlantique un peu comme, à quelque part comme leur Everest. Tu as beaucoup de monde, Ouais. ils sont des amateurs de randonnée, qui se disent du jour au lendemain, tiens, je vais aller me préparer pour faire l'ascension du Kilimanjaro ou de l'Everest et de son camp de base, par exemple. Bah, tu as aussi des gens qui ont peu ou pas d'expérience en voile et qui se disent, tiens, je vais me challenger, je vais m'offrir cette magnifique expérience de vie qui est de traverser l'Atlantique, qui est de faire une grande course au large en équipage. Et, euh, et pour ça, bah, ça va leur demander d'avoir un sacré engagement personnel dans ce genre de projet, parce que tu peux pas tout simplement y aller du jour au lendemain sur les lignes de départ et te Hmm. présenter et faire ça. Ça va te demander de te remettre en question, ça va te demander de te remettre en forme, ça va te demander de développer des compétences, ça va te demander de tisser un lien extrêmement fort avec les personnes avec qui tu vas naviguer. Tu peux pas tricher sur qui tu es sur l'océan. Ouais. Alors justement, toi, tu as fait cette démarche puisque quand tu as fait ta première transatlantique et que tu t'es lancé Mhm. euh, plus intensément dans la course au large, tu débutais et tu es arrivé un petit peu sur le tard, c'est ce que tu disais. Mhm. Quand tu parles de dépassement de soi, à quoi ça a ressemblé pour toi? Qu'est-ce qui était difficile si quelqu'un demain se met à la course au large? C'est quoi qu'il faut qu'il ait en tête en termes de challenge et de points difficiles à surmonter? Je te dirais que la première chose dans mon cas, ça a été de surmonter un peu les appréhensions, parce que l'Atlantique, ça peut faire peur. Ouais. Et tu peux tomber dans des contextes où tu te fais peur, ou quelque part tu peux te mettre en danger aussi si tu es mal préparé et si t'as pas suffisamment confiance dans les personnes qui sont avec toi. On a eu des cas où on descendait par exemple de Halifax jusque Saint-Martin. La météo n'était pas du tout celle qui était prévue sur les modèles météorologiques. Et on se met dans 60-65 nœuds de vent. Pour te donner un ordre d'idée, à partir de 62, on considère que c'est un ouragan. Et là, tu te retrouves avec une dizaine de personnes sur un bateau, le bateau qui se fait malmener dans les vagues, le vent qui souffle, tu es obligé de réveiller tout l'équipage pour aller affaler les voiles. Et là, tu passes complètement en mode survie. Tu as, t'as des énormes vagues qui viennent coucher le bateau, tu as le mât qui commence à toucher l'eau. Tu te mets vraiment dans des conditions assez périlleuses. Puis si tout le monde se planque à ce moment-là, t'es pas prêt d'en voir le jour. Donc c'est vraiment aujourd'hui d'être capable de se mettre dans un mindset où tu dis oui, il va m'arriver des choses, il peut m'arriver des choses, il peut aussi y avoir des traversées où tout se passerait très bien, mais tu peux aussi te mettre dans un mindset où tu sais que peu importe ce qu'on va te mettre dans les dents en termes de météo, bah, tu vas être capable d'y faire face. Et je pense que Hmm. c'est une très belle métaphore aussi par rapport à ce qui nous arrive dans la vie. Tu as des personnes qui sont complètement dévastées dès qu'il leur arrive un petit pépin au niveau de leur vie personnelle. Tu as des personnes tu peux leur en mettre plein la tête. Ils vont être capables d'affronter les plus grosses tempêtes de leur existence. C'est un peu la même chose au niveau de la voile. Je pense qu'il faut tout simplement Ouais. pas avoir peur et se dire que ben, peu importe ce qui va m'arriver, je peux soit me mettre en petite boule dans un coin ou soit ben, j'ajuste mes voiles et puis je fais ce qu'il faut pour passer au travers de ça. Ouais. Se préparer au pire en fait pour pas être surpris en quelque sorte. Absolument, se préparer au pire et se connaître aussi dans l'effort. Si tu connais pas tes forces, tu connais pas tes faiblesses, je pense que le passage dans ce genre de moment va être plus délicat. Alors c'est un excellent point ce que tu viens de dire, puisque là on parle vraiment d'un contexte un peu particulier. Il y a des gens qui font de la course au large en solitaire, mais c'est vrai que enfin, là c'est pas le sujet, donc on parle vraiment de traverser avec des équipages. Et
en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai une expérience récente au Népal où on a eu une ascension d'un col à plus de 5000 mètres. Donc à 5000 mètres, je peux te dire que tu sens l'altitude passer. Et en fait, on ne fonctionnait pas vraiment en mode équipage. C'est-à-dire qu'on était un groupe, on était quatre, relativement expérimentés. Mais on fonctionnait pas vraiment en mode équipage et il y a eu un souci pour la moitié du groupe euh, et ça s'est transformé en situation un petit peu compliquée parce que le mal d'altitude c'est peut-être un peu comme le mal de mer d'ailleurs, hein. C'est incapacitant, donc quand tu l'as et que c'est en mode sévère, bah, en gros tu t'assois par terre et puis tu attends qu'on vienne te chercher. Mais quand tu es au Népal à 5000 mètres, à 4 jours de marche du premier village, c'est plus compliqué. Donc, comment, toi, par rapport à l'expérience que tu as eue personnellement et puis aux équipes que tu as accompagnées, comment est-ce que tu déclenches en fait cette prise de conscience sur les forces, les faiblesses de chacun et l'importance du travail en équipe? Alors, je te rejoins tout à fait sur ce genre de problématique. Puis, on a eu des cas similaires, que ce soit sur la voile ou que ce soit sur des ascensions de montagne. Tu pousses les gens dans la tempête sur la montagne, et au bout d'un moment, ils se mettent en petite boule, ils disent non, Oui, laissez-moi là continuer, abandonnez-moi à mon triste sort. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Où on a eu le cas aussi sur cette fameuse traversée dont je te parlais de Halifax jusqu'à Saint-Martin, où tu veux réveiller tout l'équipage pour aller affaler les voiles et faire ce qu'il faut. Puis t'en as un qui passe la tête en dehors de l'écoutille, qui regarde un peu ce qui se passe autour de lui, qui dit non, ma vie vaut plus que ça, et qui retourne dans sa couchette et qui attend que la tempête se passe. Puis à ce moment-là, je suis vraiment dans juste la narration. Je suis pas du tout là pour apporter un jugement ou quoi que ce soit sur ce genre de personnes, mais de manière très, très factuelle. Qu'est-ce qui se passe si les 10 personnes sur ton équipage réagissent de cette manière-là? Est-ce qu'on va aller de l'avant ou pas? Et c'était un peu ça ce qu'on cherchait à développer dans les dernières années avec nos fameuses équipes, c'est de se dire, mais et les amis, là, on va chercher à traverser l'Atlantique, on va chercher à faire une course, et ben, peut-être qu'en effet, on va tomber sur des obstacles à ce moment-là, et quel genre de personne on veut être quand la tempête va nous tomber dessus. Est-ce qu'on va être ce genre de personne, ou est-ce qu'on va être au contraire une personne qui aujourd'hui va aller mouiller la chemise et se mettre en difficulté pour être capable de soutenir l'autre? Puis tu parlais de l'expérience de groupe que tu as vécue. En effet, pour ce que tu me décris sur ton expérience au Népal, c'est tout à fait ce qu'on peut appeler aujourd'hui une expérience de groupe. Puis là, je mettrais ça un peu en parallèle avec une expérience d'équipe. Une expérience d'équipe, c'est on part faire de la course à pied tous ensemble, puis on démarre ensemble et on arrive ensemble en même temps. Puis si tu as de la difficulté, ben, je vais venir t'aider. Si j'ai de la difficulté, je sais que tu vas venir m'aider, que tu vas venir me pousser dans le dos. Si on est juste une expérience de groupe, ben, c'est bien, on va aller se donner rendez-vous pour aller courir tous ensemble. Puis moi, je suis en forme, je vais aller faire mon 10 km en 35 minutes. Toi, tu vas aller mettre 1h20 parce que tu es moins en forme. Puis, bah, écoute, c'est cool. On a eu chacun une expérience quelque part de dépassement, mais ça a été une expérience individuelle au sein d'un Ouais. groupe. Ça n'a pas été du tout une expérience d'équipe. Et c'est un peu là-dessus qu'on a amené les gens à prendre conscience, finalement, quand elles s'embarquent avec nous. C'est qu'on s'attend à ce qu'elles aient un comportement sur le bateau qui va être positif pour l'équipe. Et on sait qu'on peut leur faire confiance. Et on sait que s'il y a quoi que ce soit, bah, les personnes ne vont pas nous abandonner. Ils vont pas chercher à partir. Ouais, ça doit pas être évident ça pour certains profils, j'imagine, surtout en entreprise, de faire switcher le mindset de performance individuelle à je suis là avant tout pour l'équipe, j'imagine. Absolument. Puis écoute, j'ai fait aussi des expériences où je me retrouve skipper, même pas 30 ans sur un voilier, et toutes les personnes qui sont sur l'équipage sont des gens d'affaires, ce sont des chefs d'entreprise qui ont déjà roulé leur boss dans le monde des affaires, qui ont entre 45 et 60 ans, et qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre des directives de la part d'un jeune comme moi. Mais écoute, à ce moment-là, bah, il faut que les personnes mettent un peu aussi leur ego de côté. Et c'est pas toujours évident, je trouve, quand tu as eu Ouais, une belle carrière et que tu cherches un peu aussi à défendre ton image. Je pense que l'ego, malheureusement, est bien souvent une grande source de limitation, et notamment dans le monde de l'entreprise. Si tu veux une relation saine avec tes équipes de travail, si tu es manager, mets vraiment ton ego de côté, et arrête de chercher à protéger un peu ton image, tout simplement, et la manière dont les gens ouais, vont te perçoivent, puis sois capable de te révéler aussi dans ce que tu as de plus authentique. Et puis, c'est pas
pas parce que tu es chef d'entreprise, c'est pas parce que tu es un manager ou un décideur que tu as toujours raison et que tu sais toujours avoir réponse à tout. Des fois, avoir une grande leçon d'humilité, un grand moment où tu es capable de dire, ah bah non, je sais pas, et tiens, je vais faire confiance à une autre personne et c'est elle qui va apporter la réponse. Je pense que ça, c'est un symptôme d'un travail qui est sain et d'une collaboration qui est saine au sein d'une équipe. Oui, c'est là où le sport et les expériences d'aventure en général, par rapport à ce point d'humilité et d'apprentissage dans l'échec, ou en tout cas la difficulté, je pense que c'est là où ça prend tout son sens. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, si tu es sur une transatlantique et puis que tu n'as pas forcément l'expérience, ou que les conditions sont absolument abominables, en fait, tu peux pas te mentir à toi-même et aux autres. Tu as l'attitude, le comportement et les réactions naturelles qui ressortent dans ce genre de situation. Absolument, puis tu as des personnes qui naturellement sont de très grands leaders et pour qui ça va être très très simple de mettre ce genre de choses en application. Tu as des personnes pour qui c'est absolument pas le cas. J'ai le plus grand des respects pour les gens qui font de la course au large en solitaire. Ils sont très très bons dans ce qu'ils font, ils sont des athlètes accomplis, puis j'ai vraiment le plus grand respect pour les gars qui font les départs du Vendée Globe, mais un gars qui est habitué à courir en solitaire, éventuellement tu le mets sur un équipage avec d'autres personnes, je suis pas convaincu que toutes les intégrations se passent toujours de manière très très saine. Oui. Je peux me tromper là-dessus, mais on l'a vu nous dans notre expérience avec Atlas, de mettre des gens qui ont plus l'habitude d'être leur propre patron et d'être éventuellement en charge de leur propre voilier. Quand tu les mets sur un équipage et tu leur demandes de laisser faire et de se plier un peu à la décision collective ou à la vision du gars qui est en charge, le travail en équipe n'est pas toujours très inné, et le fait d'avoir justement l'humilité de dire moi j'aurais fait différemment, mais c'est pas grave, j'accepte qu'on le fasse de cette manière-là, est pas toujours présent non plus. Ouais, c'est clair que c'est des disciplines complètement différentes. Tout à fait, et moi c'est ça qui me passionnait dans ce qu'on a pu développer avec Atlas, c'est que le solitaire en soi ne m'intéresse pas pour l'instant, peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais j'avais la capacité de retrouver sur la navigation en équipage un peu la camaraderie que je développais avec les gars quand je faisais du basket. Et on Ouais. s'entraînait 2 fois par semaine, on allait faire des compétitions, des matchs tous les week-ends, voire 2 matchs par week-end selon les endroits, et ça m'a permis vraiment de retrouver ce sens de l'accomplissement, mais de l'accomplissement d'équipe, de développer un côté camaraderie qui est absolument Oui. incroyable. Alors, comment, peut-être si tu peux nous donner un exemple, sans forcément nous citer le nom du client, mais Mhm. d'un groupe, d'une entreprise que tu as accompagné, avant d'arriver à cet état d'accomplissement et d'esprit d'équipe soudé, c'est quoi les étapes, quelles sont les étapes par lesquelles le groupe doit passer avant d'en arriver là? C'est que typiquement dans un accompagnement esprit de corps, c'est quoi la durée de l'accompagnement? Et est-ce qu'il y a des phases que vous connaissez par lesquelles le groupe va passer? Par exemple, des phases de frustration, de conflits internes, puis en quelque sorte une sortie des ténèbres avec un état hyper positif dans le groupe qui arrive dès qu'il y a quelques résultats. Tu pourrais nous décrire un peu plus en détail une expérience complète d'accompagnement sur ce genre de challenge? Oui, alors écoute, évidemment, chaque programme est vraiment unique en son genre, puis est toujours fait de manière à répondre à la problématique du client en tant que tel. Mais si j'allais un peu de manière généraliste, tu as d'abord, on va dire, une phase un peu d'intégration, une phase de kick-off, tu es dans les premiers temps de contact. Puis si on prend un programme qui pourrait durer 4 à 6 mois, par exemple, puis on a fait des programmes beaucoup plus longs qui sont étalés sur une année, mais admettons un programme de 4 à 6 mois, tu as une phase un peu de kick-off et de démarrage où tu testes un peu les gens, tu essaies de voir un peu où sont les limites de leur zone de confort, à partir de quel moment ça commence à être dur pour elles de se pousser dans le dépassement physique, de voir un peu quels sont les comportements que tu peux observer quand les gens commencent à être un peu trop physiques, à devoir un peu trop se toucher, évidemment en tout bien tout honneur, dans les phases de dépassement. Je te parlais tout à l'heure d'aller courir ensemble et de laisser quelqu'un te mettre une main dans le bas du dos pour être capable de te pousser. Il y a des personnes que ça vient directement gêner, elles veulent absolument pas qu'on les aide parce qu'elles veulent pas révéler justement ce genre de faiblesse. Donc tu as d'abord une phase un peu de kick-off et de prise en main, puis ensuite tu as une grande phase de progression
et tu vas chercher justement à maintenir cette phase de progression jusqu'à ton défi final. Souvent, ce qui se passait dans nos programmes, c'est qu'on avait au moins une, voire plusieurs expériences de préparation qu'on appelait des défis préparatoires. Ok. Ou tout simplement, si ton objectif, c'est à la fin du programme d'être capable de gravir une montagne sur 2 ou 3 jours, eh ben, à la moitié du parcours, tu vas mettre les gens un peu dans ce genre de simulation, avec une montagne pas mal plus petite, avec un événement plus court, mais à l'occasion plus intense au niveau physique, pour amener les gens justement à faire un peu un état des lieux de où est-ce qu'ils en sont dans leur préparation psychologique et physique et de voir un peu où sont les forces et les faiblesses du groupe pour voir ce que tu dois ajuster dans ton programme de préparation par la suite. Ça amène les gens aussi à se rendre compte à l'occasion qu'ils n'ont pas forcément pris leur programme d'entraînement au sérieux et que s'ils continuent de cette manière-là vers le défi final, ils vont avoir un sacré souci sur la montagne, une sacrée surprise. Donc voilà, pendant tes 4 à 6 mois, tu as toute cette phase de progression qu'il faut éventuellement monitorer tout au long du parcours. Et à l'occasion, tu vas devoir remettre des gens en orientation, tout simplement les amener à se reposer la question de pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils sont inscrits là-dedans, d'avoir aussi l'humilité de dire j'ai pas été suffisamment sérieux dans mon programme de préparation, mais c'est pas grave, j'ai encore quelques semaines pour me préparer, voilà ce que je vais changer aujourd'hui dans mon programme pour être prêt le jour J et de m'assurer de ne pas décevoir les gens qui vont participer à ce challenge avec moi. Des fois, tu as des gens tout simplement qui vont se rendre compte que c'est tout simplement pas pour eux et puis qu'ils n'arrivent pas à trouver dans ce programme-là ce qu'ils sont venus chercher. Des fois, il faut faire éventuellement des réajustements d'équipe. On essaie de pas en arriver là, mais c'est pas exclu. Si ça peut permettre de maintenir le succès du défi pour le reste du groupe, tu as tout simplement des personnes qui vont un peu être mises à l'écart ou avoir un rôle un peu plus de soutien. Et au final, tu arrives sur l'objectif, c'est quand même d'arriver sur ton défi final en étant prêt, en étant serein de la préparation aussi des gens qui vont être sur la montagne avec toi à ce moment-là. Et au final, même si on ne gravit pas la montagne, parce que les conditions météorologiques sont pas les bonnes, et si on n'est pas capable de se rendre jusqu'au sommet, est-ce qu'au moins le chemin qu'on aura parcouru tous ensemble dans ces 4 à 6 mois de préparation, est-ce que ce chemin-là ne vaut pas tout simplement la peine d'être vécu? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement reconnaissant déjà des changements qu'on a fait dans notre vie? C'est sûr que c'est toujours plus beau et plus stimulant de pouvoir être au sommet de la montagne et de se dire j'ai réussi à gravir cette fameuse montagne que j'ai visualisé pendant 6 mois. Mais si ça se trouve, la météo va absolument pas te permettre d'aller jusque-là, mais est-ce que tu vas redescendre de la montagne la tête haute et content d'avoir fait ce que tu as fait? C'est ça la question aussi qu'il faut te poser avec ton équipe. Oui, puis comme tu dis, parfois c'est le voyage lui-même qui est le plus intéressant. Si je pense, tu vois, c'est souvent des choses que tu entends venant de la part de sportifs qui ont des phases de préparation très 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 intenses. Tu vois, je pense notamment aux triathlètes qui préparent des formats longue distance, donc entre autres Ironman. Et en fait, quand tu vois l'intensité des entraînements, où c'est pendant certaines périodes du 6 jours sur 7, en fait, toutes les phases de dépassement, de prise de confiance, les phases pendant lesquelles tu construis, en fait, ouais, en quelque sorte, tu construis l'expérience de l'Ironman. Et ben, en fait, c'est avant la course, et la course est la cerise sur le gâteau. Tout à fait. Mais l'essentiel se passe avant. Tout à fait. Donc, Puis, écoute, ça, on l'a vécu, je te dirais encore très, très récemment, avec une équipe. Et puis là, vraiment pour revenir sur le côté voile, on préparait depuis pratiquement plus d'un an avec tout un équipage la 10e édition de la Transat Québec-Saint-Malo, qui aurait dû se dérouler en juillet 2020 et qui malheureusement a été annulée à cause de la crise mondiale de Covid. Mais on s'est préparé pendant plus d'un an avec cet équipage-là, avec les 15 hommes et femmes de cet équipage. Et l'expérience de vie qu'on a vécue tous ensemble et la relation qu'on a réussi à tisser avec ces gars-là depuis un an, finalement, elle est pratiquement plus belle que la course qu'on cherchait à préparer. Oui, on a été déçus de l'annulation de la course et de l'événement que ça aurait dû être, puis ça aurait dû être vraiment le point culminant de notre saison en 2020. Donc ça a été un deuil qu'on a dû tous faire, mais quand on regarde aujourd'hui le chemin qu'on a parcouru tous ensemble et où est-ce qu'on était il y a un an et demi au moment de démarrer ça, et le fait que la moitié de l'équipage ne se connaissait pas vraiment,
Euh, et tout ce qu'on a vécu ensemble depuis, puis on en a vécu des choses, on a vécu des petites navigations, on a vécu des grosses courses, on a navigué ensemble sur le lac Ontario pour faire une petite fin de semaine de formation sur l'été 2019, on a fait la Caribbean 600 à Antigua en 2020, on a fait des stages de survie en piscine pour apprendre justement les bons réflexes en cas de gros pépins. On a fait des fins de semaine où on passait du temps dans un bureau à parler de logistique, à parler de techniques d'engagement et de régate, à parler de réglage de voile, à parler de météorologie. On a vécu tous ces éléments-là. On a vécu aussi la perte d'un voilier, parce qu'on a eu un voilier qui a fini sur les rochers à Halifax Wow. en 2019 et qui était à l'origine le voilier sur lequel on aurait dû faire la course. Donc ça aussi, il a fallu faire ce deuil tout en équipe Comment vous avez géré ce ça? Parce que bateau-là. c'est quand même, j'imagine que des voiliers comme ça, déjà, enfin, financièrement, c'est un énorme coût. Mais oui, comment est-ce que l'équipe se remet d'une perte pareille? Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des assurances qui Ouais. existent pour t'aider dans ce genre de moment. Mais pour te remettre un peu les choses en perspective, en mai 2019, on revient d'une saison dans les Caraïbes qui s'est plutôt bien passée. Et sur les derniers milles nautiques, avant d'arriver à Halifax, on se fait prendre on va appeler ça une tempête. On est vraiment sur les tout derniers milles. On est à 3-4 milles de l'entrée du port. On est dans une nuit noire de chez noir et on doit affaler les voiles, on doit tout simplement rouler la voile d'avant, donc le dernier génois qui nous reste à rouler. La grande voile est déjà descendue, le moteur est démarré, on s'apprête juste à rouler la dernière voile et à continuer au moteur dans le chenal pour aller se mettre au port. Il y a quelque chose comme 3-4 heures du matin. Euh, et on se retrouve dans la baie de Lunenburg en Nouvelle-Écosse. Et pour une raison X ou Y, j'épargne à tout le monde un peu les détails. Au moment d'affaler la voile est pratiquement affalée à 85%. Pour une raison X ou Y, la voile finit par passer par-dessus bord et vient s'enrouler autour de la quille et vient s'enrouler autour de l'hélice. Et avec les vagues, et avec le vent et avec l'endroit où le bateau était à ce moment-là, en 2 temps 3 mouvements, le bateau s'est retrouvé sur les cailloux juste à côté. Et là, il a fallu abandonner le navire parce que le bateau était vraiment couché sur des rochers, que ça devenait dangereux pour l'équipage. Donc on s'est fait évacuer par la garde côtière canadienne. Et le lendemain, quand on est retourné voir le bateau et voir l'épave pour essayer de planifier le remorquage de ce voilier-là, on s'est rendu compte que le bateau ne naviguerait plus de par sa composition et de par les coups qu'il avait pris. Et le bateau, malheureusement, à cause de la mauvaise météo à cet endroit-là, a dû rester pendant 10 jours à taper sur les rochers. Et au bout de 10 jours, il restait plus, plus grand-chose, on va dire, Ouais. du voilier. Enfin, il restait quand même la coque, le mât, etc. Mais pour donner un ordre d'idée, un trou qui faisait à l'origine peut-être 20 à 30 cm sur le côté de la coque quand le bateau est venu taper sur les rochers, au bout de 10 jours, il faisait 4 mètres par 6. Ouais, Donc on savait que le compliqué. bateau était plus récupérable et que à partir de là, il a fallu réagir à comment on allait justement trouver un moyen de mener l'expérience de préparation de la Québec-Saint-Malo tous ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on possédait un deuxième voilier qui était plus un voilier d'entraînement, mais qui n'était pas du tout à ce niveau de technicité et de préparation. Donc en équipe, il a fallu fournir les efforts nécessaires dans les mois qui ont suivi pour mettre ce deuxième bateau-là à niveau et être capable de recontinuer les compétitions et de recontinuer les entraînements sérieusement. Puis c'est dans ce contexte-là que tu apprécies avoir des partenaires et des sponsors qui te soutiennent. Au-delà du simple support financier qu'il peut y avoir, il y a aussi le support moral, le support matériel, c'est d'être capable de Ouais. refaire tous les cordages du voilier grâce à un fournisseur ontarien, d'être capable de rééquiper tous les gars grâce à Eli Hansen, donc l'équipementier sportif. Ça a été des choses qui ont permis justement de voir le bout du tunnel assez rapidement et de remettre ce bateau-là à l'eau en novembre 2019 et de redescendre dans les Caraïbes pour aller faire une saison de voile. J'imagine que l'évacuation par la garde côtière à 4 heures du mat dans l'eau de l'Atlantique, ça a dû réveiller tout le monde. Personne n'était dans son duvet, je suppose. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça a été un moment, je pense, qui va nous marquer tous Ouais. très fort pour le reste de nos vies, surtout pour moi en tant que skipper à ce moment-là. C'est pas une décision
qui est facile à prendre, mais au bout d'un moment, il faut la prendre. Puis ce qui a démarré comme ok, le bateau est posé sur les rochers et on va chercher à se faire remorquer, au bout d'un moment, a dû se transformer justement en évacuation du navire parce que les conditions de mer étaient tellement mauvaises que le remorqueur était incapable de nous envoyer un câble de remorquage. Il était incapable de nous approcher suffisamment pour nous envoyer un câbleau. Il ne pouvait pas non plus nous amener une petite chaloupe avec ce câble-là parce que sa chaloupe est tombée en rade. Donc ça a été vraiment l'enchaînement de plein de facteurs qui ont fait que au bout d'un moment, tu n'as plus vraiment le choix que de mettre tout le monde en sécurité. Je pense que le grand moment qui va me rester vraiment comme skipper, c'est d'être au niveau du carré, en train de rassurer tout l'équipage qui est là, puis tout le monde est attaché, tout le monde est clippé sur sa ligne de vie, et de leur dire, écoutez, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'entrée d'eau, le bateau est relativement sec, on n'a pas de trou au niveau de la coque, c'est juste que oui, en effet, c'est désagréable parce qu'on a 2 mètres de vagues qui viennent taper contre la coque et ça devient un peu compliqué, mais vous en faites pas, on n'a pas de trou dans le bateau. Et à ce moment-là, je vois le gouvernail qui transperce complètement le pont. Oh, wow. En me disant, ok, bah là par contre j'ai un gros trou, donc je cours à l'intérieur, je ferme tout le sas arrière pour éviter que l'eau se propage, et à ce moment-là je sais que bon, ok, on va mettre tout le monde en sécurité, on va mettre tout le monde à l'abri et on reviendra récupérer le bateau le lendemain, on viendra voir ce qu'on est capable de faire. À ce moment-là, tu te rappelles que oui, un bateau, c'est émotif, c'est un peu comme ta maison, c'est un peu comme un bébé aussi pour certaines personnes, ou ta femme ou ta maîtresse, selon le degré d'attachement que tu as. Mais ça reste Ça reste du un élément matériel. matériel et ça reste Ouais. quelque chose qui est assuré et qui peut éventuellement être remplacé. Par contre, quelqu'un qui tomberait du pont et qui viendrait se fracasser le crâne sur des rochers, ça serait un peu plus, un peu plus problématique dans la Ouais. gestion, et on ne veut pas en arriver là. Donc on s'est fait évacuer, et puis ça a été une sacrée manœuvre parce que bon, on t'envoie pas l'hélicoptère à ce moment-là, on te fait descendre directement dans un Zodiac, puis tu es dans une mer qui est agitée. À un moment, le Zodiac, il est 30 cm au-dessus du franc-bord, et 2 secondes plus tard, il est dans le creux de la vague et il est 1,5 m plus bas. Donc ça a demandé Ouais. à tout le monde de venir puiser vraiment dans leurs dernières ressources. Et heureusement, l'adrénaline rentre en action en ce moment-là et te permet de te retrouver des jambes pour être capable de sauter au bon moment, quoi. Alors j'imagine que ça n'a pas été la seule expérience extrême que tu as vécue dans ta carrière de marin en course au large, mais qu'est-ce que, enfin plus que de marin, de skipper même, qu'est-ce que, si tu repenses à toutes ces expériences, euh, en quoi est-ce que tu dirais que ça a fait ça a contribué à ton développement en tant qu'homme marin, mais peut-être avant tout en tant que personne? En quoi est-ce que tu es différent grâce à ces expériences aujourd'hui? Je te dirais que les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, t'amènent à progresser, t'amènent à changer, mais c'est sûr que plus l'expérience va être traumatisante et mauvaise, je trouve, plus tu as en tout cas ça a été mon cas, plus tu as la capacité d'en tirer des apprentissages et en sortir de là encore plus grand. Puis pour te donner un aperçu du spectrum d'événements qu'on a pu connaître 2 ans plus tôt, parce que ça, l'échouage du bateau et la perte du bateau, c'était en 2019, mais par contre, 2 ans plus tôt, là, on s'est retrouvé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a porté secours à un équipage de Canadiens qui était en train de couler. On est au milieu de l'Atlantique, on est à 400 km des Bermudes, plus au sud. On est en pleine course entre Antigua et les Bermudes, et on a un de nos compétiteurs, nos concurrents, qui à 4 heures du matin, comme quoi il en arrive beaucoup des choses à 4 heures Ouais. du matin, envoie des fusées de détresse dans le ciel. On aperçoit ça, on est le bateau le plus proche, du coup on se déroute et on arrive, et là on voit 6 personnes sur le pont avec leur gilet de sauvetage, avec un radeau de survie qui est déjà ouvert à l'arrière du bateau, et on voit en effet que le bateau pique dangereusement du nez vers l'avant, et le bateau est en train de couler. Ils se mettent dans leur radeau de sauvetage, et ensuite ils se laissent dériver vers nous, puis là on les récupère et on regarde leur bateau couler, je pense 2 heures plus tard, et on reprend ensuite notre chemin vers les Bermudes. On est passé de 10 à 16 personnes sur l'équipage, on a terminé les dernières 24 heures de la course tous ensemble, et ça a forgé des liens et des contacts qui sont absolument puissants. Parce que, Hmm. dans ce genre d'événement, bah,
disons que tu relativises un peu ce qui peut t'arriver et tu as surtout envie d'aider ces personnes-là. Et tu as surtout envie de leur venir en aide et d'être le meilleur allié possible parce qu'eux passent par une expérience qui est traumatisante et toi, tu as tout simplement envie d'être la bonne personne au bon endroit au bon moment pour venir leur filer un coup de main. Donc ça, c'est aussi le genre d'expérience qu'on a pu connaître. Mais oui, des expériences difficiles, douloureuses, voire traumatisantes, on en a connu aussi dans les dernières années. Dans mon cas, je te parlais tout à l'heure de transatlantique. En 2018, on aurait dû faire une super transatlantique entre Halifax et Saint-Malo, avec une belle tournée en Europe pour aller voir l'arrivée de la Volvo Ocean Race. On aurait dû vraiment faire un petit parcours assez Course sympathique. mythique. Mais en 2018, malheureusement, on s'est retrouvé à avoir aussi une situation complexe à gérer sur le voilier. On part à 15 personnes sur notre voilier de course le plus préparé. C'est un voilier sur lequel on venait de faire on va dire quelques changements un peu, je ne vais pas dire structurels, mais quelques changements au niveau de points d'attache des voiles d'avant. Et malheureusement, après 2 jours et demi de mer, on a eu une avarie sur le voilier. Le point d'attache de cette voile à l'avant s'est retrouvé arraché. Et on se retrouve à ce moment-là à devoir tout simplement prendre une décision et on se retrouve quelque part au milieu de l'Atlantique dans des conditions de mer assez formées et avec l'impossibilité de mettre une voile à l'avant du bateau pour être capable de traverser. Donc ça Ce qui devient peut une être situation handicapant, j'imagine. qui est embêtante. Puis moi, je suis skipper à ce moment-là et je me dis, mais attends, on cherche à traverser l'Atlantique, c'est bien beau, mais on cherche à traverser l'Atlantique pour aller faire une saison de course, avec tout ce que ça peut représenter d'enjeux financiers, de positionnement aussi pour les, euh, pour les sponsors, avec l'expérience aussi que ça va amener pour les personnes qui sont à bord. Est-ce qu'on va vraiment chercher à traverser dans ces conditions-là ou est-ce que tout simplement on prend l'humilité de se dire mince, on a cassé, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on fait demi-tour et on se met avant tout en sécurité. Personnellement, en tant que skipper, ça a été ça ma décision, mais à ce moment-là, ce que je ne me doutais pas, c'est que j'aurais affaire sur le bateau à une sorte de mutinerie de l'équipage qui ne comprenait pas forcément pourquoi on faisait demi-tour dans ces conditions-là et pourquoi on n'allait pas chercher à traverser et pourquoi on n'allait pas chercher à réparer l'avarie en mer. Et puis tout le monde était un peu dans le fait de devoir faire son deuil de cette traversée qui est un événement en soi pour beaucoup de gens. C'était pour l'objectif numéro 1 de leur année, c'était de traverser l'Atlantique. Pour d'autres personnes, c'était d'aller faire justement de la course en Europe avec toute cette traversée-là. Et je m'attendais vraiment pas à devoir gérer ce genre de comportement à bord. Et ça a été quelque chose que j'ai vraiment sous-estimé. Et ça a été pour moi un grand moment d'apprentissage. C'était le fait de ne pas estimer que parce qu'une situation te paraît évidente, qu'elle n'a pas besoin d'être explicitée encore plus en détail et de pousser encore plus le raisonnement de certaines personnes, et aussi peut-être de ne pas les avoir suffisamment accompagnés dans ce deuil de l'objectif et de l'événement à ce moment-là. Moi, j'étais vraiment Mhm. focusé sur le fait de ramener le bateau en sécurité, que j'en ai peut-être oublié le fait de devoir accompagner quelque part un peu psychologiquement des personnes qui, pour certaines, étaient encore en plus sujettes au mal de mer, donc qui étaient vraiment faibles physiquement et psychologiquement, et elles avaient éventuellement besoin qu'on les prenne un peu plus par la main, et c'est là-dessus que j'ai éventuellement échoué dans le rôle qui était le mien, et ça pour moi, c'était un grand apprentissage, et c'est une erreur que je suis pas prête de refaire. Oui, comme tu dis, c'est là, en fait, c'est dans ce genre d'expérience que les apprentissages sont généralement les plus intenses parce que il y a de l'humain, il y a de l'émotion, et puis il y a une dynamique de groupe, et puis vous êtes tous sur le bateau, donc comme tu dis, s'il y a une mutinerie, bon, bah là, tu peux pas fermer la porte du bureau et puis aller prendre l'air dehors. Et écoute, en effet, ce genre de situation n'est pas toujours évident à gérer, mais ça, après, tu es capable de grandir et de tirer les conclusions qui sont les tiennes. Pour revenir un peu sur le bateau qu'on a perdu, pour moi, ça a été aussi de faire face à tout ce phénomène sur les réseaux sociaux où tout le monde a un avis sur la question. Oui. Et malheureusement, c'est ça qui est un peu, je trouve, dramatique aujourd'hui dans ce qu'on est capable de partager sur les réseaux sociaux, c'est que euh, même si tu as t'as une opinion, c'est bien, elle est la tienne, mais tu ne connais pas tous les facteurs et tu vas quand même te permettre de juger et de donner ton avis sur quelque chose que tu ne maîtrises absolument pas. Et le nombre de personnes qui se sont permis, suite à cet événement, de me tracher tout simplement, pardonne-moi l'expression, mais
d'être capable d'émettre des jugements de valeur sur l'événement en tant que tel, sans avoir tous les paramètres et sans comprendre le pourquoi du comment. Psychologiquement, au début, ça a été quand même assez dur à encaisser, et ce qui m'a permis de passer au travers ça a été vraiment de me rendre compte que j'avais le soutien extrêmement fort des personnes qui étaient présentes avec moi à ce moment-là, qui m'ont toutes reconfirmé plusieurs fois et spontanément que j'avais pris les bonnes décisions, qu'elles avaient 100% confiance en moi, qu'elles repartaient naviguer avec moi sans aucun problème et peu Hmm. important. Puis j'ai renavigué avec certaines de ces personnes là dernièrement. Ça m'a vraiment aidé, et aussi d'avoir des messages de soutien de personnes qui elles aussi sont des professionnels et qui te font réaliser que oui, ça arrive dans le monde de la voile, ça arrive même aux plus grands. Loin de moi l'idée de me comparer aux plus grands, mais tu sais, des grands skippers qui vont échouer dans le Vendée Globe, il va continuer il va continuer à en avoir. Tu as des personnes qui vont chavirer avec des trimarans, tu as des personnes qui vont se mettre en danger dans les mers du Sud, dans le Vendée Globe, et qui vont devoir aussi se faire secourir. À partir du moment où tu as une issue positive, c'est ça surtout qu'il faut retenir, et être capable de Complètement. ne pas te laisser démoraliser parce que quelque part un peu le commun des mortels qui se sent tout puissant derrière son écran d'ordinateur te lâche un commentaire négatif sur Facebook. Ouais. C'est pour moi primordial pour être capable de faire face à ce genre d'événements dramatiques. Complètement. Et on en revient du coup au thème de la résilience. Tout à fait. Et plus globalement, ce que tu dis, enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour tout te dire, en fait, c'est ce qui a motivé en partie la création du podcast Les Frappés. Mhm. C'était justement de parler de ce qu'on a tendance à moins voir Ouais. sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la gestion de l'échec, tout ce que tu nous as partagé sur les difficultés que tu as pu rencontrer, tu vois, perdre un bateau, un équipage qui carrément voit le bateau couler sous ses yeux, des transatlantiques annulés. Et en fait, enfin, c'est tellement évident, je pense, enfin, en tout cas pour moi et j'espère pour un certain nombre de personnes, que c'est dans les difficultés en fait que tu apprends. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des gens qui, pour différentes raisons, enchaînent les succès. Et quand ils se retrouvent face à une situation, qu'elle soit en groupe, sportive ou pas, mais une situation de challenge, ont beaucoup de difficultés à rester authentiques, à rester eux-mêmes et à accepter en fait l'image qu'ils peuvent renvoyer, tu vois, de personnes en difficulté. Donc, Tout à très fait, très je te rejoins tout à fait sur ce point-là. Et pour te partager aussi encore dans certaines histoires, il y a aussi, je pense, la capacité à transformer des échecs en réussite. ouais. Dans le sens où, pour revenir à cette fameuse transatlantique qui a été avortée, on s'est donc dérouté au moment où l'avarie est arrivée, on s'est dérouté pour faire demi-tour. On veut faire demi-tour en se rendant vers Halifax, sauf qu'à ce moment-là, mon navigateur à bord me dit qu'on va se mettre dans 50-55 nœuds de vent, ce qui laisse présager qu'on va encore se remettre plus en danger, et puis ça, éventuellement, on veut l'éviter. Donc je me dis, ok, on va aller se dérouter à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc le petit archipel français au sud de Terre-Neuve à l'entrée du golfe du Saint-Laurent. Et donc on se déroute vers là. Là, à ce moment-là, donc mutinerie et problématique avec l'équipage. La plupart des personnes repartent en avion vers Montréal ou vers d'autres endroits. Et je me retrouve à devoir ramener le voilier avec juste 2 de mes gars de Saint-Pierre jusqu'à Halifax. On se fait un petit convoyage bien sympathique, et une fois arrivé à Halifax, il faut réparer. Et il faut réparer en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce bateau-là? On devait faire une tournée en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à naviguer et à transformer finalement cette saison qui était vouée à l'échec en saison à succès? Et écoute, moi je suis resté pendant 2 semaines dans un chantier maritime en Nouvelle-Écosse, puis c'est pas le type de chantier maritime comme Lorient-la-Base en Bretagne, où tout est sur place et tout est structuré pour l'industrie de la course au large. Non, pas du tout. Là, c'est un chantier maritime qui est fait pour accueillir des chalutiers et des marins pêcheurs. Euh, pour ce qui est de réparer un bateau de course, le niveau de compétence n'est pas forcément présent au niveau de l'industrie sur place, donc il faut vraiment que tu sois bricoleur et que tu te débrouilles. Tu es au milieu de nulle part en Nouvelle-Écosse, tu es à 1 heure de la ville la plus proche. Et là, écoute, j'ai passé, je pense, 2 semaines et demie au chantier à réparer le bateau et à m'assurer qu'on soit capable de le remettre à l'eau. Et 3 semaines plus tard, on prenait le départ de la route Halifax-Saint-Pierre qu'on a remportée avec l'équipage. Excellent. Donc ça a été un premier symptôme
de redressement de notre saison. On a ensuite convoyé le bateau jusque l'Ontario. Et sur ce même été, finalement, j'ai remporté ma première course en tant que skipper, avec en plus à bord un des gars qui était avec moi sur la transat qui était avortée. Donc on a quand même fait 2 victoires sur cet été-là. On a réussi à transformer une saison qui démarrait un peu, un peu de manière compliquée en saison à succès. Et ça a été un beau gage de travail collectif et en mettant finalement les bonnes ressources à contribution, on a réussi à sortir encore un peu plus grandi de ce genre de mauvaise situation. Super exemple de détermination et de résilience. La Top. résilience pour moi est vraiment la clé de la course au large. Si aujourd'hui tu n'es pas résilient, tu vas pas t'en sortir. Quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect actuellement, c'est un coureur au large que j'ai rencontré en 2017 à Antigua, à l'époque où il naviguait avec Lionel Péan. Le gars s'appelle Clément Giraud. Clément Giraud, il sera sur le départ du prochain Vendée Globe. Et Ok. j'ai Wow. découvert ce matin il vient d'avoir la confirmation de 2 partenaires titres pour son Vendée Globe. Il faut quand même savoir que en octobre 2019, au Havre, son bateau a pris feu. Et il s'est retrouvé finalement à préparer un Vendée Globe avec un bateau qui est plus capable de prendre la mer, de par, je pense, différents contacts qu'il peut avoir et des amitiés qu'il a pu développer. Il a réussi à développer une sorte d'accord avec un autre propriétaire de bateau pour le laisser s'entraîner sur un autre IMOCA 60 et avec, je pense, l'engagement que le premier des deux qui arrive à trouver des sponsors pour être capable de prendre le départ fera la course sur ce bateau-là. Et puis finalement, Clément a réussi à obtenir son financement là dernièrement et sera sur la ligne de départ du prochain Vendée Globe. Donc la résilience aujourd'hui, pour moi, est quelque chose de primordial aujourd'hui dans la course au large. Si tu n'es pas quelqu'un de résilient, tu vas jamais réussir à te développer dans ce milieu-là et dans ce sport. Complètement d'accord. Et puis c'est de façon générale, je pense que surtout, on en parlait un petit peu avant l'interview, Mhm. quand tu vois, quand tu vois la situation globale, que ce soit économique, pandémique actuellement, c'est un sujet, la résilience, peut-être plus que jamais, en tout cas, c'est la lecture que je fais des choses, c'est capital, parce que c'est pas forcément une notion qui est hyper présente, en tout cas, tu vois, dans l'Occident, en termes d'éducation. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle peu, on parle beaucoup de performance, d'image, de perfection, mais relativement peu d'apprentissage, notamment des échecs. Absolument. Puis je pense aussi qu'on est dans une société où tout passe par l'image et par Instagram et par ce que tu es capable de refléter Ouais, de ton branding personnel. Et ça, je t'avoue que ça nous a amené aussi des situations dans les dernières années au niveau voile, parce que les gens viennent faire de la voile, les gens s'imaginent que la voile dans les Caraïbes, c'est naviguer sur des eaux turquoises avec un petit vent bien sympathique, se faire un petit verre de vin à l'arrière de ton bateau avec un barbecue. Bah, c'est pas toujours le cas. Et tu peux te taper des sacrées tempêtes, et notamment quand tu es dans un contexte de course, la voile a absolument rien de confortable. ouais, La voile reste le moyen le plus lent et le plus inconfortable pour se rendre d'un point A à un point B. Faut quand même le garder en tête. Et ce que beaucoup de gens aussi, et je pense malheureusement aussi les jeunes générations, on l'a vu dans certaines personnes qui sont venues naviguer avec nous, qu'on a pris quelque part un peu comme apprentis ou comme stagiaires dans notre voilier. Tous ne sont pas comme ça, je ne crache pas sur la génération complète, mais c'est aussi une réalité, c'est de se dire que on rêve tous de l'America's Cup, on rêve tous de la Volvo Ocean Race, on voit des équipages avec des budgets faramineux de plusieurs millions d'euros et de dollars américains, et on voit des bateaux qui sont toujours extrêmement bien entretenus, qui sont au top du top de la technologie, avec des gros sponsors derrière qui viennent permettre l'entretien de ces bateaux-là. Mais c'est pas que ça le monde de la voile, c'est aussi des équipes ouais. qui galèrent avec leur financement, c'est des skippers qui des fois doivent faire des choix entre performance, sécurité et esthétique en fonction de ce que leur portefeuille et leurs banquiers sont capables de leur accorder. Et avant d'être capable de pouvoir profiter, d'avoir une belle photo de toi sur une régate dans les Caraïbes, il y a beaucoup de temps passé à devoir bricoler un moteur diesel et de le remettre en état, beaucoup de temps passé sur le dos avec une lampe frontale sur la tête, à faire des connexions électroniques et électriques à bord de ton bateau, c'est beaucoup d'ampoules sur les mains à travailler ton cordage pour faire les bonnes épissures et remettre le bateau à neuf. C'est beaucoup de temps à passer dans un chantier à poncer la coque d'un bateau avec des produits anti-fouling qui sont éventuellement toxiques
à devoir travailler des fois dans des conditions qui sont absolument pas agréables. Et beaucoup, aujourd'hui, je trouve, ont tendance à oublier ça et à ne vouloir de la voile que le côté sympathique d'aller naviguer, faire de la course. Mais non, tu as besoin de passer par ces moments de préparation, tu as besoin de passer par ces moments un peu de galère, si je peux les appeler comme ça, pour te permettre, je pense, d'apprécier encore plus, mais surtout de connaître ta machine et de connaître tous les recoins et chaque boulon, chaque vis sur ton bateau, et d'être capable de réparer tout ce qui va devoir être réparé, parce que ça reste un sport mécanique. Je me reconnais complètement dans ce que tu dis et je pense que c'est pas spécifique à la voile. C'est la partie cachée de l'iceberg. Comme tu dis, les photos Instagram, ça se mérite. Donc ce sera. Écoute, merci beaucoup, beaucoup Maxime pour ces partages. On arrive à la fin du podcast. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier conseil que tu voudrais partager avec les gens qui nous écoutent sur comment se lancer dans la course au large, ou les enseignements que tu en tires, les erreurs peut-être que tu as fait au début et que tu conseillerais aux gens d'éviter? Écoute, je ne donnerai pas forcément de conseils sur les choses à éviter ou les choses à faire, parce que chacun trouvera finalement son propre parcours, mais je pense que le premier conseil que je peux donner aux personnes, c'est de faire. On passe tellement de temps à se dire, tiens, peut-être que je ferai ci, peut-être que je ferai ça, peut-être que je vais me permettre le luxe de faire ceci ou autre, et de chercher finalement toujours le meilleur moment pour prendre ta décision et te lancer. Le meilleur moment, c'est le moment où tu dis, ok, là je le fais, et là j'ai plus de doute, et peu importe tout ce que je ne sais pas, je vais le découvrir et je vais l'apprendre en cours de route. Donc mon seul conseil que je peux donner aux personnes qui ont cette passion-là, qui ont ça au fond d'eux, c'est faites-le, c'est tout simplement faites-le. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Voilà. Écoute, merci beaucoup Maxime, c'était super de pouvoir échanger avec toi. Très très intéressant d'avoir ton point de vue en tant que skipper en course au large, sur ce que ça t'a apporté, mais aussi ce que tu as pu, les leçons que tu en as tirées et ce que tu as pu observer. Je mettrai en description, du coup, s'il y a des gens qui souhaitent suivre tes aventures voileuses et plus, je mettrai en description ton Instagram. Avec plaisir. Et j'ajouterai également ton profil LinkedIn, puisque Maxime, que vous venez d'entendre, fort de son expérience de skipper, mais aussi de dirigeant d'équipe commerciale et bien plus, est actuellement, à l'heure où nous parlons, en recherche de nouvelles opportunités professionnelles. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup Loïc aujourd'hui pour l'opportunité de parler avec toi dans ce podcast. Encore merci pour l'invitation. Et bon vent à toi et à toute la communauté des frappés.